Bonjour tout le monde et bienvenue dans le chapitre 3 de Sécurité 101 sur votre remise à jour de votre hygiène numérique. Je suis accompagné de Théo et Renaud. Théo, Renaud, merci d'être avec nous. Dans ce chapitre, on va donc parler de l'utilisation de votre ordinateur. Finalement, est-ce que vous devez avoir un antivirus? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre Mac, Linux et Windows? Est-ce qu'il faut mettre un mot de passe compliqué pour avoir accès à votre ordinateur ou est-ce que finalement, il faut plus chiffrer les données dans l'ordinateur lui-même? C'est ces questions que nos experts ici en cybersécurité vous nous accompagnez à découvrir. Merci beaucoup à vous et merci à toutes les personnes qui soutiennent le projet. Par où commencer? C'est un vaste sujet. Peut-être commencer par le choix de l'ordinateur en lui-même. Il y a peut-être deux questions qui peuvent se peaufiner là-dessus. Est-ce que les anciens ordinateurs sont vraiment plus sécurisés et donc il faut changer régulièrement d'appareil? Et dans l'appareil qu'on utilise, est-ce qu'il y a vraiment des différences de sécurité entre Windows, Linux et Mac? Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller comme bonne pratique? Renaud, c'est assez vaste, tu vas pouvoir nous éclairer. C'est assez vaste, effectivement. Alors, sur les anciens versus les nouveaux ordinateurs, il n'y a pas de grosse différence de sécurité. Honnêtement, ce n'est pas du tout un critère là-dessus. Ça sera plus sur du confort d'utilisation, évidemment, de la performance, voilà. Parce qu'il y a des dispositifs de sécurité sur les ordinateurs récents, type TPM, mais en fait, il n'y a que très peu de programmes pour l'instant qui en font l'usage. Donc, il n'y a pas, on peut dire de manière générale, il n'y a pas de grosse différence en termes de sécurité. Alors là où il y a des différences en termes de sécurité, par contre, c'est sur le choix de l'OS, du système d'exploitation. Windows pour l'essentiel des utilisateurs, on va dire novices, mais il y a certains utilisateurs un peu plus avancés ou avec des usages alternatifs qui vont préférer aller sur Mac ou sous Linux. Et là, effectivement, oui, il y a des grosses différences d'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation générale, quel que soit le système qu'on utilise? C'est déjà de ne pas utiliser un compte qui a les droits administrateurs au quotidien. Ça, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que quand vous créez votre compte Windows principal, ne créez pas un compte qui a les droits administrateurs. Séparez votre compte, par exemple mon compte Renaud, du compte administrateur et créez deux comptes différents. Un compte d'administrateur pour ajouter, supprimer des programmes, par exemple, ou changer les paramétrages, et un compte Renaud, par exemple, pour faire du surf sur Internet ou de la bureautique. Ça, c'est la première bonne pratique. C'est vraiment de ne pas s'accorder trop de droits avec son compte de tous les jours, puisque si vous accordez trop de droits, n'importe quel programme en fait, pourra passer administrateur sur votre machine et compromettre donc, votre machine. C'est pour ça que maintenant, les systèmes d'exploitation récents sont multi-utilisateurs, donc ça facilite justement cette séparation entre l'administration de l'ordinateur et l'utilisation quotidienne. Donc ça, c'est la première chose vraiment importante, à mon sens. Après, il y a beaucoup plus de logiciels malveillants sous Windows, pour plusieurs raisons. Déjà parce que effectivement, il est beaucoup plus facile de passer d'utilisateur à administrateur sous Windows. Ça, c'est la raison historique, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs sous Windows globalement et plus statistiquement. Donc, c'est plus intéressant pour des pirates de cibler ce système d'exploitation-là. Donc, si vous êtes un petit peu plus à l'abri des menaces sous Linux et sous Mac, évidemment, à cause de ça, parce que ça intéresse un peu moins les pirates. Sinon, après, c'est vraiment à l'usage et aux préférences. Pour un utilisateur débutant, c'est plus facile Windows, mais les systèmes Linux ont fait beaucoup maintenant de progrès. Depuis 2-3 ans, les systèmes Linux peuvent s'utiliser complètement avec leur interface graphique et il n'y a plus besoin d'utiliser la ligne de commande pour l'utilisation au quotidien de son système d'exploitation. Et moi, je connais beaucoup de débutants en informatique qui s'en sortent très bien avec Linux au quotidien. Donc, c'est quand même une alternative intéressante à envisager. Ubuntu, par exemple. Ubuntu, qui est une dérivée de Debian, qui est un système très robuste et très sérieux, peut complètement s'utiliser à la souris, de l'installation à l'utilisation quotidienne, y compris pour les utilisateurs débutants. Ce qui est presque le plus difficile, en fait, c'est se déshabituer de Windows et aller vers Ubuntu, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Windows, qui découvre l'informatique, Ubuntu est aussi user-friendly que Windows, quasiment. D'accord. Donc, comme vous le savez, il y a toujours un petit tutoriel qui suit les explications. On va vous apprendre à créer plusieurs profils utilisateurs sur Windows, ça me paraît assez important, et également un petit tutoriel pour Ubuntu parce que ça peut être l'occasion. On va peut-être. Est-ce qu'il y a une utilité, alors c'est peut-être une question pour Panta, c'est un peu plus technique et après on repartira sur des thèmes un peu plus simples, d'avoir deux partitions sur un ordinateur pour pouvoir s'entraîner avec Linux et avoir Windows? Est-ce que c'est encore quelque chose qu'on peut recommander ou c'est trop compliqué, il vaut mieux pas faire ça? Alors,
c'est une question qui est difficile parce que aujourd'hui, ça s'est énormément amélioré. C'est certainement plus facile aujourd'hui d'avoir deux partitions. Le problème, c'est que si on tient absolument à garder un système Windows sur son ordinateur, au début, il va faire un petit peu de résistance avant de vous autoriser à faire ces partitions, puisqu'il va falloir l'autoriser à démarrer sur une clé USB plutôt que sur le disque dur directement. Donc ça peut être un petit peu compliqué si on ne comprend pas très bien ces problématiques-là au début. Être radical et installer juste un système Ubuntu avec une partition vraiment très simple, ça c'est facile, il n'y a pas de problème, mais souvent effectivement il y a une demande de garder les deux systèmes d'exploitation, puisque certaines choses, même si toutes les distributions Linux essaient de supporter un maximum d'applications, il y a quand même certains programmes qui ne peuvent marcher que sur un système Windows natif et pas des émulateurs ou des choses de ce type-là qui pourraient être proposées dans Ubuntu. Donc si vraiment on a envie de tester Ubuntu, qu'on est prêt à mettre un petit peu les mains dans le cambouis au début, on le fera juste au début, après l'utilisation elle sera tout aussi simple, il n'y a pas trop de problème. Mais qu'on a vraiment besoin de garder un Windows, alors pourquoi pas effectivement faire ce qu'on appelle un dual boot, donc avec possibilité de soit démarrer sur le Windows, soit de démarrer sur le Linux Ubuntu. Maintenant, voilà, je sais que ça peut être assez compliqué. Il vaut mieux peut-être utiliser un ancien ordinateur. Voilà. Soit avoir un deuxième ordinateur, effectivement, ou alors avoir une machine virtuelle, ou simplement booter sur une clé USB de temps en temps pour tester Linux, Ubuntu pour des usages particuliers. Le dual boot, c'est pas la solution la plus simple. Préférez donc soit un ordinateur dédié, soit une machine virtuelle, soit une clé, de booter sur une clé. Mais en tout cas, il ne faut plus avoir peur de Linux. Non, très clairement. C'est clairement une peur de Linux qui existe chez les gens. Beaucoup amélioré. Voilà. Et comme je disais, le plus dur, c'est de se déshabituer de Windows plus que d'utiliser Ubuntu maintenant. Parlant de ça, j'imagine que c'est évident, éviter les versions craquées de votre OS, j'imagine. Et l'autre application très importante, c'est de mettre à jour. Alors là, on va devoir en parler. Les gens ont très peur de mettre à jour leur logiciel. Peut-être pourquoi, et est-ce que c'est vraiment peut-être la priorité de mettre à jour régulièrement les logiciels? Alors mettre à jour, c'est très important. Mettre à jour déjà son système d'exploitation, c'est fondamental, donc ne pas désactiver les mises à jour dans Windows. Maintenant, dans Windows, dans les versions récentes, à partir de Windows 10, en fait, les mises à jour se font presque en continu. Donc vous n'en apercevez pas, mais ça télécharge les mises à jour pendant que vous travaillez, et puis dès qu'il y a un moment d'inactivité, ça va redémarrer votre ordinateur. Donc laissez ce mécanisme se faire, c'est important de ne pas le bloquer ou de ne pas reporter trop les mises à jour. Pourquoi? Parce que quand on regarde sur une année, il y a énormément de nouvelles failles de sécurité. Il y en a à peu près 15 000 par an des vulnérabilités, donc c'est considérable. Donc il faut laisser se mettre à jour essentiellement son système d'exploitation, parce que c'est là où la sécurité est la plus critique, mais aussi les applications qu'on utilise, donc les applications bureautiques, Microsoft Office, Adobe Reader, etc. Faire des mises à jour aussi très régulièrement, parce que ce sont des logiciels qui servent de porte d'entrée à des virus, très souvent. Donc c'est important de mettre à jour tous ces logiciels sur son ordinateur. Donc ma tante qui utilise Office 2016 parce qu'elle n'a jamais voulu prendre d'abonnement ou racheter le pack 2023, il y a peut-être un danger. Donc il faut tous les X temps quand même reprendre, enfin je dis pas qu'il faut prendre une licence Office, mais il faudrait quand même réfléchir à ça. Voilà, souvent les éditeurs font des mises à jour, assurent ce qu'on appelle un support, jusqu'à 3 ou 5 ans. Donc il faut regarder. Pour les versions par exemple de Microsoft, ou c'est vrai chez Apple aussi, il y a une fin de support, il y a une fin de durée de vie. Il faut regarder, mais en général c'est entre 3 et 5 ans. Et quand cette fin de support est annoncée, il faut monter à la version supérieure, donc effectivement supérieure de Windows ou supérieure d'Office ou supérieure du logiciel, c'est-à-dire aller sur une branche toute récente du logiciel de manière à étendre son support d'encore 3 ou 5 ans. Donc ça c'est les bonnes pratiques à adopter. Si notre ordinateur n'est pas à jour, ou si on fait un petit peu n'importe quoi, on risque finalement, enfin c'est quoi, pourquoi on parle de tout ça? C'est finalement pour ne pas se faire hacker. La première chose que les gens pensent quand on parle de hack, ils pensent antivirus. À quel point aujourd'hui un antivirus est important ou pas? Alors, donc ce qu'avait dit Bruno tout à l'heure, c'est que effectivement Windows est le système le plus utilisé et donc c'est lui qui est souvent le plus attaqué.
Et donc, il faut forcément mettre des programmes qui vont un petit peu filtrer, donc l'antivirus, qui vont filtrer un petit peu les programmes qui s'installent sur la machine. Et en fait, Windows propose déjà un antivirus intégré dans son système d'exploitation qui s'appelle Windows Defender. Et comme il est intégré au système d'exploitation, il est à peu près sûr, il a les droits dont il a besoin et il essaie de contrôler un petit peu les choses comme il faut. Il y avait une période où effectivement c'était bien d'installer des antivirus qu'on pouvait trouver sur le net, mais il faut faire très attention parce que déjà le fait qu'ils ne soient pas faits par le fabricant fait qu'ils n'arrivent pas forcément à acquérir tous les droits dont ils ont besoin et puis ils connaissent moins le logiciel forcément. Et d'autre part, certaines personnes vont vous vendre des antivirus et en fait ce sont des programmes malveillants ou des antivirus pas à jour. Enfin voilà, donc ça comporte les risques d'installer un programme aussi, installer un antivirus. Pour ce qui est des autres systèmes d'exploitation, pour ce qui est de Linux et Mac, enfin moi Mac je connais moins bien, mais en tout cas de ce qui est de Linux, il n'y a souvent pas vraiment d'antivirus. L'antivirus, c'est justement ce système très, très bien fait de séparation des droits des différents utilisateurs qui permet de faire en sorte qu'on ne puisse pas installer un programme sans rentrer son mot de passe. Mais ça veut aussi dire qu'il ne faut pas installer un programme avec les droits en mettant le mot de passe administrateur n'importe quand. Il faut être très prudent lorsqu'on permet à un programme d'avoir tous les privilèges sur la machine. Cependant, dans le cas de Linux, c'est bien fait, donc un antivirus n'est pas nécessaire si on applique cette bonne pratique. Sur les antivirus, je pense qu'on peut dire que Windows Defender, dans les antivirus gratuits, est très clairement le plus efficace. Moi, je fais beaucoup de tests sur les antivirus de par ma fonction et notamment chez les clients. Et dans les gratuits, il est très au-dessus de tous les autres qui sont gratuits. Donc si on ne veut pas consacrer de budget antivirus, il vaut mieux garder Windows Defender, augmenter un peu éventuellement les paramétrages de sécurité pour le rendre un petit peu plus méchant et un petit peu plus protecteur de sa machine, notamment faire de l'analyse sur le cloud, des menaces, ce genre de choses. Et si on est prêt à mettre un petit peu de budget dans un antivirus, à ce moment-là, en acheter un, mais qui fasse franchement la différence, c'est-à-dire pas rétrogradé en termes de sécurité, mais par achat d'un autre antivirus, mais passer très franchement à quelque chose de mieux. Là où les antivirus en général sont faibles à l'heure actuelle, c'est sur les menaces non connues. Donc sur toutes les menaces connues, ce qu'il faut comprendre, c'est que les antivirus et les éditeurs d'antivirus se les partagent. Donc en fait, ils se valent tous, ils ont les mêmes bases de signatures à peu de choses près, souvent à décaler à 24 ou 48 heures. Mais sur toutes les menaces connues, en fait, les menaces sont partagées entre éditeurs. Donc sur les menaces connues, il n'y aura pas de différence entre un antivirus et un autre payant ou gratuit. Là où il y a une grosse différence sur les antivirus, c'est sur la partie analyse intelligente des nouvelles menaces et des menaces non connues, des menaces émergentes. Et là, oui, il y a des antivirus qui vont être un petit peu au-dessus de la mêlée, on va dire. Pareil, je ne veux pas faire de publicité, mais par exemple, Kaspersky serait pas mal pour de l'analyse heuristique, donc l'analyse de menaces un peu inconnues, un peu nouvelles, sur lequel il va regarder s'il y a des choses un peu suspectes qui sont faites, même si en fait il ne connaît pas le processus qui le fait. Et par exemple, ce type d'antivirus est capable de bloquer les rançongiciels, hein, donc les logiciels qui vont chiffrer tout votre disque, même si ces rançongiciels-là ne sont pas connus d'avance. Il va juste se dire, tiens, c'est bizarre, il y a 5 ou 6 fichiers qui ont été chiffrés à la suite, c'est pas un comportement normal, et donc je vais bloquer préventivement le programme qui fait ça. D'accord, donc c'est quand même très important. Et si vous avez un antivirus, mettez-le à jour. Enfin, si vous achetez une solution, mettez-le à jour parce que du coup, il récupérera les nouvelles menaces et pourra vous protéger. Si vous ne faites pas de mise à jour, ils ne sont pas protégés du tout. Et du coup, comme on l'a bien vu, il y a encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui arrive souvent dans l'industrie. De plus, il y a de marketing, c'est pas forcément le meilleur. C'est pareil pour les antivirus, hein. Du coup, citons sans citer celui qui a la voix insupportable. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Punchline étant dite. Il y a des bonnes pratiques à avoir avec son ordinateur, après avoir fait tout ce qu'on vient de dire, c'est ne pas faire n'importe quoi. Et quand je dis faire n'importe quoi, c'est par exemple prendre une clé USB ou quelque chose d'inconnu et le mettre dessus. Récupérer une clé USB dans le bureau, chez vous qui traîne après une soirée ou quelque part et se dire bah tiens, je vais vérifier ce qu'il y a sur cette clé USB, ce n'est peut-être pas une bonne idée.
On est d'accord, c'est pas une bonne idée. Ben non, c'est pas une bonne idée parce que en fait, si on ne sait pas à quoi s'attendre dans la clé USB, qu'on ne sait pas d'où elle vient et qu'est-ce qu'il y a dedans, eh bien, on donne un accès à un programme qui pourrait être à l'intérieur à votre machine physiquement directement. Et donc, notamment, il peut y avoir des systèmes de lancement automatique qui sont sur votre machine. En général, notamment quand vous mettez la clé USB, elle est montée automatiquement, ce type de choses. Et pendant une période, il y avait même des solutions pour lancer des programmes automatiquement lorsque la clé est insérée. Et donc ça, c'est un vecteur d'exécution de code arbitraire. C'est-à-dire que votre machine va se mettre à exécuter du code sans vraiment savoir s'il est bien ou pas, puisque comme la machine considère que c'est vous qui avez connecté la clé USB, elle considère que vous lui faites confiance. L'antivirus va rien faire? Parce que souvent les gens vont faire vérifier la clé USB, mais ils l'ont déjà branchée. Ils branchent la clé USB, puis ils font vérifier la clé USB. Est-ce que c'est pas déjà trop tard comme étape? Mais c'est déjà trop tard. Voilà, le fait de l'insérer, comme disait Pantamis, souvent ça va monter la clé automatiquement, donc comme un volume. Et déjà, il peut y avoir des vulnérabilités au niveau de la façon dont est créé le volume de la clé USB qui va faire dérailler le système d'exploitation et lui faire exécuter du code. Mais on peut aussi lancer un programme au branchement de la clé USB, et donc c'est déjà trop tard, effectivement. Donc il faut ne pas être trop curieux sur quand vous trouvez une clé USB d'origine inconnue, ne pas l'insérer sur votre machine personnelle, voilà, à moins d'être prêt à en subir les conséquences. Il y a même d'ailleurs des entreprises qui sont attaquées comme ça, pour la petite anecdote, où il y a des opérations en fait, d'essaimage de clés USB dans les parkings le matin, avant que les employés arrivent. Et les employés arrivent en voiture dans les parkings et voient les clés USB. Et comme c'est le matin, ils le branchent sur leur machine de bureau dès qu'ils arrivent dans leur bureau. Et c'est comme ça que plusieurs entreprises ont été piratées. Ok, donc ne faites pas ça. Avant de parler dans un autre chapitre vraiment des hacks et à quel point ça peut vous attaquer, les ransomware, est-ce que pour terminer sur l'utilisation de son ordinateur, il faut le penser comme une maison, hein, quelque chose où on fait attention, on le met à jour, on ne garde pas des fichiers, trop de fichiers qui ne nous servent à rien, on fait des choses. Le mot de passe pour débloquer l'ordinateur, est-ce que c'est comme la clé de la maison? Est-ce que c'est le portail? C'est nécessaire? Est-ce qu'il faut qu'il soit très compliqué? C'est quoi un petit peu la bonne démarche à avoir par rapport à ça? Parce que s'il n'y a rien, tout le monde peut l'ouvrir. Alors, le mot de passe en lui-même, c'est pas le plus important. Par contre, je dirais ce qui est important, c'est que maintenant, la plupart des ordinateurs sont des ordinateurs portables, où on travaille aussi de plus en plus sur son smartphone. Et donc, on peut se faire voler très simplement cet ordinateur parce qu'il est très léger, il est très petit. Et donc, c'est facile de se le faire voler en voyage, dans les transports, à l'hôtel, ou même chez soi si on subit un cambriolage. Et ce qui est important, à mon sens, donc, c'est de chiffrer les données. Parce que, en fait, si vous avez un mot de passe, en fait, on peut très simplement juste extraire le disque dur de l'ordinateur et aller le lire sur un autre ordinateur et tout sera en clair. Donc, par exemple, vos mots de passe, vos portefeuilles Bitcoin, si vous en avez. Donc, en fait, votre disque dur, il n'est pas protégé par un mot de passe, il sera vraiment protégé que par le fait de chiffrer votre disque dur. Donc maintenant, les versions récentes des systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux vous proposent de chiffrer votre disque dur à l'installation. Donc il faut activer cette option-là. Elle est beaucoup plus importante que le mot de passe d'ouverture de session parce que votre ordinateur, quand il est chez vous, certes, le mot de passe d'ouverture de session, c'est une petite sécurité, mais ce qui est plus important, c'est que comme sur un périphérique qui est facilement amovible et que vous emmenez partout avec vous, vous avez un fort risque de vol ou de perte. Il faut surtout chiffrer la donnée, c'est important. Très bien, on va rajouter un petit tutoriel exprès pour le faire. Donc il y a BitLocker. J'allais parler de BitLocker. Il ne faut pas perdre le mot de passe. Faut pas mettre, il y a une clé de déchiffrage. BitLocker sous Windows, effectivement. Lux, ça peut être sous Linux. Sous Mac, c'est très bien intégré aussi. Donc il ne faut pas hésiter à activer ça. C'est transparent pour l'utilisateur dès lors que effectivement vous vous souvenez bien de votre mot de passe. Si vous avez peur d'oublier votre mot de passe, c'est plus sécurisé de l'écrire sur papier et de le mettre dans un tiroir un peu à l'abri juste des regards chez vous. Si ça vous rassure de le faire, c'est plus sécurisé de faire ça que de ne pas activer de chiffrement sur votre ordinateur très clairement. Très bien. Tout ce qui est mot de passe va être traité donc, dans la section 2 de cette formation. On va parler en long, en large, en travers des gestionnaires de mots de passe.
Je pense qu'on va conclure le chapitre 3 ici. Et donc pour le dernier chapitre de la section 1 sur vraiment l'utilisation, je pense qu'on peut parler des mails, qui est la dernière chose qu'on n'a pas vraiment abordée. Et surtout, éviter de télécharger n'importe quelle application, cliquer sur les liens, comment ne pas se faire avoir par du phishing, donc expliquer qu'est-ce que c'est. Et peut-être du coup la bonne pratique. Parce que si vous avez un virus, on va pouvoir discuter que faire une fois finalement que c'est trop tard et qu'on est hacké. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Merci Panta, merci Renaud. N'oubliez pas de liker et de partager. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, on pourra vous répondre. Un Discord est également là pour vous. Merci à nos Patreons et on se retrouve tout de suite avec le chapitre 4. Et si besoin, les tutoriels de ce qu'on vient de discuter sont disponibles sur la chaîne YouTube et sur l'Académie. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.